Lorsqu'on fête aujourd'hui les 30 ans du PC, en fait, et que c'est vrai que Charlot et sa petite machine, c'était en 1981, on avait inventé à cette époque-là une nouvelle interface homme-machine. C'est-à-dire, on se disait, comment faire pour donner une puissance informatique, qui à l'époque était bien maigre d'ailleurs, au plus grand nombre. Et on l'avait fait avec des outils du marché, des puces du marché, des mémoires du marché, et même du logiciel du marché. Et on a créé une nouvelle industrie. Et on est aujourd'hui en train de voir qu'on arrive à la fin d'une industrie. Clairement, nous l'avions, nous, IBM, honnêtement, vu depuis 2003-2004. À ce moment-là, il y avait eu une énorme task force, dont je faisais partie d'ailleurs, et on se disait, quel est l'avenir de la micro-informatique? Est-ce qu'elle est porteuse de valeur, à la fois pour les clients, et puis pour une entreprise comme IBM? Et vous connaissez la réponse, puisqu'on a vendu notre activité à cette époque-là à Lenovo, et on est devenu en fait des spécialistes de ce qui se passe derrière la machine. Donc plus l'interface homme-machine, qui aujourd'hui se concrétise par des smartphones, par des tablettes, par d'autres systèmes qui ont beaucoup plus de performance d'ailleurs que les PC, mais ces gens-là vont vers des informatiques qui sont sur le cloud, qui sont centralisées finalement d'une certaine façon, et où, je dirais, la puissance des offres d'IBM est vraiment mise à contribution. Quand on regarde en fait les 100 dernières années d'IBM, on se rend compte qu'IBM a été incroyable en termes d'innovation. On a inventé l'ordinateur multifonction, multi-utilisateur, l'IBM 360. On a inventé le code barre qu'on utilise encore aujourd'hui dans la grande distribution, plus que jamais d'ailleurs. On a inventé des systèmes de réservation. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux que le système TPF que toutes les airlines, pratiquement toutes les airlines et beaucoup d'entreprises de chemin de fer utilisent. On a continué à dépenser de l'ordre de 6 milliards de dollars en recherche et développement. Plus les dizaines de milliards en acquisition de start-up, d'entreprises qui sont d'ailleurs souvent des leaders sur leur marché et qui viennent complémenter les offres des laboratoires IBM. Donc, vous allez voir en fait un certain nombre d'innovations qui arrivent. On parle maintenant, par exemple, dans le domaine des storage, du pétaoctet. On vient d'annoncer qu'on allait servir des disques qui feront un pétaoctet, non pas un téraoctet, mais un pétaoctet. C'est aussi le plus important, c'est-à-dire continuer je dirais incrémentalement, mais sûrement, innover sur les technologies qui sont importantes pour nos clients parce qu'ils ont tout leur capital, tout leur développement basé sur ces technologies. Je vois qu'en termes de business analytics, par exemple, ce que l'on a réussi à accomplir avec la société E-Log, acquise par IBM, dans le domaine de l'optimisation, est absolument remarquable. Mais il y a aussi des performances incrémentales que les clients attendent. Watson, c'est celui qui a gagné le fameux jeu Jeopardy aux États-Unis. C'est-à-dire, on lui pose n'importe quelle question, il regarde sur ses 200 millions de pages, il est capable de faire des raisonnements de type neuronaux, comme dans le cerveau, et de vous donner la réponse pratiquement à coup sûr en moins de 3 secondes. Ça, c'est quelque chose qui va être difficile à banaliser. Quand on est à ce niveau de valeur-là, on va effectivement toujours avoir un coup d'avance. L'objectif d'une entreprise de technologie comme IBM, c'est de pousser les limites pour éviter précisément la banalisation. Les besoins des entreprises sont de plus en plus sophistiqués. Pourquoi? Parce que leur environnement est sophistiqué. Leur concurrence leur oblige effectivement les oblige à penser à une différenciation. La banalisation, c'est effectivement quelque chose qui guette la plupart des entreprises qui ne se remettent pas en question. Il n'y a pas de doute qu'avec le cloud computing, on va pouvoir mettre en commun un certain nombre d'applications et servir beaucoup plus efficacement et à la demande les utilisateurs. Ça nécessite des infrastructures technologiques extraordinaires. IBM France a investi 300 millions d'euros dans les data centers en France. Ça commence par là, le cloud. Ça commence par des data centers. Donc, d'une part, l'infrastructure cloud. La deuxième chose, c'est les nouveaux usages. Nous pensons, je vous ai parlé un peu de Watson, qu'il faut rendre cette planète un peu plus intelligente. Regardez les catastrophes météorologiques qui peuvent se produire. Comment les prévoir, mais les prévoir de façon fine. Savoir où il peut y avoir un glissement de terrain. Savoir où il peut y avoir une inondation. Comment faire en sorte de préserver la ressource.
en mettant des systèmes intelligents qui permettent des compteurs, mais aussi des systèmes analytiques qui permettent de dire voilà exactement quand on va avoir besoin d'énergie et de puissance électrique, et voilà quand on va pouvoir s'en passer. Et la troisième chose, je dirais d'une manière générale, c'est faire de l'informatique plus intelligente, le smarter computing. Donc là, je crois que on va pouvoir utiliser des calculateurs à haute performance dans la vie de tous les jours, ce qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, les calculateurs à haute performance sont soit pour les universités, soit pour les grands instituts de recherche, mais pas dans la vie de tous les jours. Voilà un peu des idées qui vont faire en sorte qui vont révolutionner la vie quotidienne. C'est ça, en fait, d'ailleurs, la roadmap, la feuille de route 2015 d'IBM. Les systèmes informatiques, d'une manière générale, souvent, ça plante. Ok ? Il faut le dire. Alors, quand c'est IBM qui le fait, ça plante moins. Les gens pensent au matériel, mais vous savez bien qu'en réalité, ce qui plante, c'est le software. La deuxième raison, c'est que ça reste encore, même si on a fait d'énormes progrès sur l'interface homme-machine, ça reste encore difficile. Regardez, il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont aucun problème avec Internet et d'autres qui sont extrêmement rebutées. Et ça n'a strictement rien à voir avec le niveau socio-éducatif. Et le troisième sujet qui fait que l'informatique fait peur, c'est que on ne les utilise pas, en fait, pour la vie de tous les jours. On les utilise pour aller sur Internet, trouver des informations au fond. Mais aujourd'hui, pour prendre des décisions, dire est-ce que je vais choisir, c'est-à-dire l'ordinateur aujourd'hui ne vous fait pas de l'analyse prédictive. Il vous analyse bien le passé. Il vous donne les informations sur ce qui existe, mais on n'a pas encore franchi le pas de l'analyse prédictive. Faites ceci, si vous faites cela, vous seriez, ce serait beaucoup mieux pour vous. Et c'est là la nouvelle frontière aujourd'hui, l'analyse prédictive de données. Cette idée de loi de Moore, moi je vous garantis qu'elle continuera à s'exercer dans le futur. Le substrat sera peut-être pas du silicium, sera autre chose. La question c'est est-ce qu'on en a besoin? Et la réponse est malheureusement oui. Pourquoi? Parce que l'homme aujourd'hui est une usine à créer des milliards et des milliards et des milliards de données. Alors les gens appellent ça big data. Et la vérité c'est que faisons-nous de ces données? Est-ce que nous sommes capables de transformer, c'est votre métier d'ailleurs, des données en information? Est-ce que nous sommes capables de faire du sens à ces données? Pour pouvoir aller dans les zeta-octets, je n'ai pas dit péta, zeta-octets de données créées tous les jours. Les gens se sont amusés à calculer, mais c'est plusieurs dizaines de bibliothèques de type Bibliothèque nationale par jour. Certaines de ces données sont essentiellement, ils doivent être sauvegardées, ne serait-ce que pour des raisons contractuelles. Et d'autre part, doivent être accédées et analysées. De la même façon que l'entropie augmente en thermodynamique, les données augmentent, et il va falloir des systèmes pour les analyser. Donc vous voyez, c'est l'explosion des données qui est, à mon avis, en complète accord avec la nécessité de continuation de la loi de Moore. C'est parce qu'on a beaucoup de données à analyser en un très, très petit laps de temps qu'il faut des microprocesseurs qui travaillent de plus en plus vite. Et on va le faire, on va le faire. Regardez, je vous invite d'ailleurs à aller sur les sites d'IBM Research pour vous en persuader.